Merci, messieurs les modérateurs. Bonjour à tous. Donc, je vais lui parler du sevrage de l'ECMO véno-artériel. Je suis médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Rennes et j'exerce en réanimation cardio-thoracique. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc, juste un petit rappel, si vous n'êtes pas familier avec l'ECMO, vous pouvez avoir une ECMO véno-artérielle qui est essentiellement une assistance circulatoire et respiratoire. Et dans sa configuration actuellement la plus classique, un drainage veineux fémoral et un retour artériel d'un sang oxygéné via une pompe centrifuge. L'ECMO véno-veineuse, c'est une configuration uniquement veineuse, jugulo-fémorale, et qui va plutôt être un support d'oxygénation et de décarboxylation. Donc là, on va plutôt s'intéresser à l'ECMO véno-artériel et le problème du sevrage. Donc le sevrage, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, comment on peut définir le sevrage d'une ECMO? Est-ce que c'est juste enlever l'ECMO et puis on ne va pas en remettre? Et puis si on n'en remet pas, combien de temps on suit le patient? C'est quoi le délai d'évaluation? 24 heures, 48 heures, 30 jours? C'est intéressant parce que dans les études, après, tout ça varie. Donc quand vous allez interpréter une étude, il va falloir tenir compte de ces paramètres. Est-ce qu'on s'intéresse à la survie? Parce que c'est vrai que j'enlève l'ECMO vite fait. Et puis, 24 heures après, j'ai réussi mon sevrage et le patient décède à H48. C'est un sevrage réussi, ça? Bon, pour certaines études, oui. Et puis, on peut enlever la machine et puis avoir récupéré une fonction circulatoire avec son cœur natif, mais aussi, depuis quelques années maintenant, on peut aussi transplanter. C'est aussi une façon de se sevrer de l'ECMO. On peut mettre un cœur artificiel. Alors, est-ce que c'est un échec, ça, ou c'est un succès? Mon point de vue, dans certains cas, c'est un vrai succès. Et puis, dans certaines études, c'est considéré comme un échec, surtout ceux qui s'intéressent aux critères prédictifs, par exemple. Donc, on voit que quand on parle de sevrage, il y a une multitude de formes de sevrage qui sont possibles, finalement. Donc, sous ECMO, je dirais qu'il y a 4 évolutions possibles, 4 façons de s'en sortir. Soit le patient est vraiment dans un état catastrophique, il va décéder, soit on va se retrouver dans une impasse thérapeutique et on va plutôt se lancer dans l'imitation thérapeutique et le résultat in final sera le même. Mais vous pouvez donc, comme on l'a dit, soit vous servir de l'ECMO comme un bridge vers la transplantation, un pont vers la transplantation, un pont vers une nouvelle machine qui peut être de longue durée, parce que l'ECMO c'est plutôt normalement pour une courte durée, ou une récupération. Alors ça, c'est vraiment hyper important parce qu'il faut savoir que depuis 2018, il y a une nouvelle règle d'allocation des greffons. Et quand vous êtes sous ECMO véno-artériel pour une défaillance cardiaque et qu'on pense que vous êtes éligible à la transplantation, vous avez un maximum de points pendant 12 jours. Vous êtes au top de la liste et un maximum de chances d'avoir un greffon. Et du coup, ça implique quand même une inscription rapide sur liste. Si vous regardez le malade en vous disant « Oh là là, est-ce que celui-là, on attend un peu, ah non, il ne récupère pas, on va peut-être l'inscrire. » En fait, le temps passe. Et puis après, la chance d'avoir un greffon, et si vous inscrivez trop tard, va diminuer. Donc il va falloir définir quand même une stratégie très très précoce et qui n'est pas toujours facile à faire. Donc c'est pour ça que ça va être très important de raisonner en équipe. Et donc maintenant, on développe ce qu'on appelle la HORT, ou voire la SHOC team, avec des cardiologues, des réanimateurs et des chirurgiens cardiaques, pour essayer de définir une stratégie en amont. Je dirais même avant de mettre l'ECMO, il faut savoir un peu où on va. Les cas, on met l'ECMO pour voir un peu ce qui se passe en solution d'attente, pour récupérer un peu de données sur le patient. C'est quand même les cas pas les plus fréquents. Et donc, il faut quand même avoir une idée de comment on s'en sort. La porte de sortie, on doit avoir l'idée même avant de mettre l'ECMO, parce que c'est quand même une technique très lourde et de sauvetage. Alors, si on s'intéresse à une façon de sevrer l'ECMO, pour moi, qui est la transplantation, on peut s'inquiéter de transplanter des patients plus graves. Et puis, dans le contexte d'une pénurie de greffons, peut-être d'avoir des transplantations qui soient futiles, entre guillemets, gâcher des greffons en transplantant des patients trop graves. Alors ça, c'est pour illustrer ça. Et c'est un travail de la Pitié-Salpêtrière qui avait inclus 400 patients transplantés, dont plus d'une centaine avaient été transplantés directement alors qu'ils étaient sous ECMO, avec un pronostic qui était tout à fait comparable aux patients qui n'étaient pas sous ECMO. Et donc c'est une technique qui est tout à fait valable. Et actuellement, avec ces nouvelles règles d'allocation, on doit avoir 30, en tout cas nous à Rennes, c'est 30 à 40% des patients greffés cardiaques qui étaient sous ECMO. Une autre solution aussi qui est tout à fait valable pour sevrer l'ECMO, c'est de passer par le cœur artificiel. Alors, il peut être dans sa configuration monoventriculaire gauche, là, comme représenté ici. Et c'est pareil sur un travail d'évaluation qui avait été fait à Rennes sur une cohorte multicentrique qui était dirigée par un cardiologue, Dr Galland.
On avait pu montrer lors d'une nombreuse analyse auxquelles on aboutit cette cohorte que les patients qui étaient bénéficiaient d'une assistance ventriculaire gauche directement alors qu'ils étaient sous ECMO avaient des pronostics tout à fait favorables, et aussi favorables que les patients qui étaient soit chez eux, venaient du domicile, soit eu un période de sevrage de l'ECMO avant la mise sous assistance ventriculaire. Voilà, donc on voit que sevrer l'ECMO, ça peut être aussi la transplantation, ça peut être aussi l'assistance ventriculaire gauche. Quand vous avez une assistance de défaillance biventriculaire et que vous n'avez pas de perspective de sevrage simple, de recovery, de récupération sous ECMO, il y a aussi l'option du cœur artificiel total. C'est juste pour information, mais là on est vraiment dans une autre dimension et c'est une épreuve qui va être assez lourde pour le patient, donc il y a une sélection du patient là qui va être drastique, nécessaire. Donc, bien sûr, du coup, quand on pense au sevrage de l'ECMO, on pense plutôt à la récupération et puis à enlever l'ECMO au-delà de la transplantation ou de l'assistance ventriculaire. Alors déjà, comment sélectionner ces patients? Il y a une typologie de patients où on pense quand même qu'il y a une récupération possible. C'est par exemple, je pense par exemple à la myocardite, à l'intoxication médicamenteuse, à la défaillance VD post-cardiotomie. C'est des patients chez qui vous allez implanter une ECMO et vous espérez quand même avoir une récupération. Il y a un temps d'attente, une suppléance par ECMO, le temps qui est récupération. Donc ça, ces patients-là, ils sont bien calibrés sans doute pour la récupération et le sevrage sans assistance ou transplantation. Vous pouvez aussi penser aux patients qui ont une défaillance cardiaque pour lequel un traitement étiologique a pu être apporté. Un choc cardiogénique post-infarctus pour lequel une revascularisation a pu être réalisée avec succès. Un choc cardiogénique post-cardiotomie pour lequel la correction chirurgicale a été efficace. Ou alors une défaillance un peu plus une niche, défaillance myocardique septique pour lequel vous avez pu donner l'antibiothérapie adaptée, contrôler la source. Autant de situations où le bon traitement étiologique peut laisser penser qu'il y aura une récupération et vous allez avoir un bon candidat pour un sevrage de l'ECMO. L'ECMO, avant tout, son premier but, c'est de restaurer, c'est le sauvetage, c'est de restaurer une perfusion tissulaire. Donc, une fois que vous avez un peu plus cerné la typologie du patient qui pourra bénéficier de l'ECMO, vous allez vous assurer que les défaillances d'organes qui vous ont fait, en général, indiquer l'ECMO régressent, que ce soit rénal, donc les plus faciles à observer, rénal, hépatique, cérébral aussi, s'assurer que le patient a une bonne récupération cérébrale, particulièrement critique dans le cas où l'ECMO a été mis dans un contexte d'ICPR, et la clairance du lactate. Pour illustrer ça, c'est un petit travail d'une centaine de patients, et dans ce travail, ils avaient pu observer que les patients survivants étaient ceux qui avaient de la clairance la plus rapide du lactate, et ils avaient montré en analyse multivariée, bien qu'on n'ait pas eu droit à l'intervalle de confiance dans ce travail, que c'était aussi associé à un sevrage réussi de l'ECMO. Donc on peut sélectionner les patients les plus à même d'un sevrage sans assistance ou sans transplantation, et il faut avant tout s'assurer que le but de l'ECMO, restaurer la perfusion d'organes, a été atteint. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va commencer à envisager le sevrage. Donc, à ce moment-là, est-ce que l'état clinique du patient est compatible avec un sevrage? Alors, un élément assez simple à déterminer, c'est la pulsatilité. Est-ce que ce cœur va être suffisamment compétent pour tenir le coup sans assistance? Donc, c'est vrai que l'ECMO, c'est une pompe centrifuge, et ici, le cœur est vraiment dans les chaussettes. Vous allez avoir un flux laminaire, donc quasiment pas de pulsatilité, comme illustré sur cette image de scope. Et puis, lorsqu'il y a une récupération, vous allez avoir une pulsatilité restaurée. Donc, ça, c'est un indice qui vous indique quand même qu'il y a des chances que ce patient puisse être éligible au sevrage. On s'assure qu'il y a quand même une bonne pression artérielle. Alors, il y a le chiffre de 60 mm de mercure qui traîne dans les reviews sur le sujet, mais qui est basé sur rien. Que le support inotrope et vasopresseur est finalement faible. La plupart des équipes vont conserver un support inotrope simplement pour la décharge VG et puis permettre l'ouverture de la valve aortique. Donc, c'est vrai que si vous avez des tombereaux de catécholamine, c'est sans doute pas le bon moment pour sevrer l'ECMO. Et puis, la condition ventilatoire doit être aussi excellente, avec des patients qui ont une faible oxygénorécurrence, voire maintenant, on vise le patient extubé, et on en a parlé aussi dans la présentation précédente. Le fluid balance va être hyper important chez les patients souvent qui ont été vachement remplis à la phase initiale, donc ça va être important de considérer la déplétion à ce moment-là pour les amener dans les meilleures conditions. Donc, in fine, je repris cette illustration. Voilà ce genre de patient qu'on voudrait idéalement pour envisager un sevrage de l'ECMO. Avec le patient qui lit son journal, c'est peut-être ça le meilleur indice.
Et c'est sans doute pas ce patient qui est en train de partir complètement dans le décor chez lequel il faut envisager le sevrage. Alors, ça, c'est la clinique, donc hyper important, bien sûr. Et puis, on peut être aidé avec ce petit outil qu'est l'échographie. Là, je vous ai mis l'étude séminale, là, de 2011 de Nadia Essaoui, qui avait évalué plusieurs critères échographiques et qui sont maintenant, en fait, toujours utilisés et toujours cités. Et dans ce travail ici de la petite salpêtrière, plusieurs paramètres avaient été évalués. Et certains, comme l'ITV, l'onde S à l'anneau, et la fraction d'éjection semblait permettre de discriminer vraiment bien les patients chez qui un sevrage avec succès était possible. On regardait l'ablation de l'ECMO dans les 30 jours. Donc, armé de tout ça, on va réaliser, comme pour le ventilateur, des épreuves de sevrage. On va diminuer progressivement le débit de l'ECMO. Alors, voilà, dans les reviews, vous disiez 66, 63%. Enfin, on diminue progressivement jusqu'à un débit minimal, 1 litre, 1 litre 5. Bien sûr, on évite en fait de descendre en dessous parce qu'on a peur qu'il y ait des effets de thrombose ou de backflow. Et on vérifie que lorsqu'on diminue cette assistance, eh bien, la pulsatilité, la pression artérielle, l'oxygénation et les critères échographiques que je vous ai écrits se maintenaient. Et à ce moment-là, on peut penser raisonnablement que quand cette épreuve est réussie, qu'un sevrage définitif est possible. Donc là, c'est une petite illustration du monde réel. Donc avec l'ECMO, une ECMO Rotaflow qui tourne à 3,56 litres. À l'échographie, on voit qu'il y a une merveilleuse image. On voit que le cœur a l'air de bien se contracter. Et puis l'ITV qui était mesuré à 8 cm. Lorsqu'on baisse le débit minimal à 1,20 litre, eh bien, la contractilité est maintenue, voire meilleure. Et on a même une ITV à 12 qui s'améliore. Parce qu'il faut savoir quand même que le flux rétrograde, la réinjection artérielle rétrograde, ça augmente quand même pas mal la post-charge. Et quand le cœur récupère et que vous baissez le bit d'ECMO, finalement, vous facilitez le travail myocardique. Alors, le grand oublié, mais on dit ça souvent depuis plusieurs années, c'est sans doute le ventricule droit. Parce qu'en fait, le ventricule droit, sous ECMO veno-artérielle, il est très très bien déchargé, donc il vit sa belle vie. Mais quand on va enlever l'ECMO, il va avoir une précharge qui va augmenter brutalement. Et souvent, ça, c'est pas facile à estimer, pas facile à tester. Alors, j'avais vu ce travail qui était publié dans le JACC Imaging, où les auteurs avaient couplé donc, des indices de fonction ventriculaire droite avec des mesures de la pression ventriculaire droite, le tout en échographie. Et alors là, ils avaient même montré que pour eux, ces critères étaient même supérieurs aux critères que je vous ai décrits auparavant pour prédire un sevrage de l'ECMO. Et là, par exemple, dans les critères d'échec de sevrage, ils avaient ajouté aussi transplantation et LVAD, et assistance ventriculaire. Donc c'était assez intéressant. Donc il y a des gens qui proposent, alors nous on ne pratique pas du tout ça à Rennes, je ne sais pas si dans vos centres, pour ceux qui font de l'ECMO, c'est quelque chose que vous faites, c'est le fait d'inverser en fait la pompe d'ECMO pour avoir un flux, en baissant vraiment fort le débit, pour avoir un flux rétrograde, mettre en charge le VD et du coup lui faire carrément un test de précharge intense. Donc voilà, il y a que des petites séries, des gens qui ont l'air de dire que c'est vachement bien et que c'est moins risqué que l'autre test ultime que vous pouvez faire sur le clampage, en général le bloc opératoire, qui a un risque thrombotique. Mais dans ce flux rétrograde, il y a aussi théoriquement le risque d'envoyer des petits thrombus de la membrane d'oxygénation. Donc voilà, je vous en parle plus pour la culture, peut-être que vous le pratiquez, que vous c'est votre quotidien, mais ce n'est pas du tout le mien. Alors nous, habituellement, on retire l'ECMO au bloc opératoire, les parines va être stoppées 1 à 2 heures avant le geste. On met encore quand même pas mal d'ECMO chirurgicales, donc souvent on fait ça sous AG, contrôle ETO, test de clampage au bloc opératoire, plus safe que dans la chambre. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même fréquemment des gestes de réparation artérielle, donc du Fogarty, des patchs, donc c'est pas mal d'être bloc opératoire. Il faut avouer quand même qu'il y a un essor de la pose percutanée, notamment sous l'impulsion il y a ce papier de la petite salpêtrière qui montre qu'il y a quand même une réduction drastique du nombre d'infections. Et donc, théoriquement, ça pourrait vous autoriser à faire des sevrages vigiles sous anesthésie locale. Vous pouvez contrôler en ETT. Et puis, il y a des dispositifs de fermeture percutanée, parce que c'est ça le plus touchy, à mon avis, de la pose percutanée, c'est l'ablation. Et donc, notamment, là, ce qui a été décrit récemment, je ne rentre pas dans les détails, c'est plus chirurgical, mais le dispositif MANTA, qui pourrait permettre en fait, de faire quasiment intégralement, sous anesthésie locale, votre ablation. Alors, comme il y a Bernard Chollet comme dans les modérateurs, je ne pouvais pas ne pas parler d'un support inotrope. Qu'est-ce qui peut nous aider un peu à booster le cœur, peut-être pour
pour sevrer l'ECMO finalement. Parce qu'on a dit qu'il fallait un support inotrope minimal, mais c'est vrai que si on enlève la machine, on va peut-être être amené à augmenter notre dobutamine. Alors est-ce qu'on a d'autres options possibles? L'adrénaline, elle est plus trop en odeur de sainteté, hein. Ça, c'est un travail qu'on a fait à Rennes sur notre base, mais il y a d'autres travaux disponibles. Et on avait vu qu'après ajustement sur un score de propension, toutes choses égales par ailleurs, les patients qui étaient sous adrénaline avaient un moins bon pronostic. Donc c'est pas actuellement l'adrénaline, c'est pas vraiment l'inotrope, inoppresseur le plus adapté. Il a vraiment pas le vent en poupe. Comme les choses sont cycliques, on en parlait tout à l'heure, peut-être qu'il reviendra dans 10 ans. Bon, donc il y a la possibilité de faire du lévosimendan, une molécule donc, qui a des propriétés de sensibilisateur calcique au niveau de la troponine C, et qui pourrait être intéressante parce qu'il y a un effet rémanent qui pourrait durer dans le temps, une faible consommation du myocarde, même si c'est vrai qu'elle a du mal quand même à être positionnée, hein, quand même beaucoup d'études négatives. Et il y a encore un secteur où elle est plutôt envisagée, c'est le sevrage de l'ECMO. Et alors c'est hyper intéressant parce qu'il y a pas mal, les équipes françaises sont assez dynamiques. Là, par exemple, je commence avec une étude de 2019 de l'équipe de La Réunion. Eux, ils avaient trouvé que quand ils me faisaient du lévosimendan aux patients ECMO véno-artériel, il y avait quand même une meilleure survie. Et puis aussi un taux de winning failure, qui était, de sevrage raté, qui était beaucoup plus faible. Alors, ça n'avait pas été confirmé par un travail l'année d'après de l'équipe de Jean-Luc Fellaï, qui, dans cette équipe de Jean-Luc Fellaï, ils n'avaient pas trouvé d'intérêt sur la survie, ni même sur le sevrage. Et puis encore plus récemment, Adrien Bouglé, la salpêtrière, qui s'était intéressé, donc là c'est plutôt du post-cardiotomie uniquement, et là c'est vraiment une méthodologie assez sioux, ça passe d'essais émulés, et puis on a fait aussi des risques compétitifs d'échecs, de mortalité, donc assez chiadé comme étude, et là également, malheureusement, pas d'association avec le succès du sevrage de l'ECMO. Donc ça reste une question inconnue, mais qui va peut-être bientôt être répondue, parce qu'il y a 2 essais encore français, multicentriques, randomisés, qui sont en cours. L'EVO-ECMO, là, c'est initié par Alain Combe, et puis celui de Pierre Guarguino de Dijon, qui est fini actuellement, et dont on aura, j'espère, bientôt les résultats. Alors, sevrer l'ECMO, c'est bien, mais la survie hospitalière, c'est aussi intéressant. Et quand on regarde un peu les séries, c'est intéressant de voir que on arrive à sevrer l'ECMO des patients, mais malheureusement, il y a encore de nombreux patients qui vont décéder après, malgré un sevrage d'ECMO réussi. Donc, ça ne fait pas tout. Et donc, dans cette cohorte rennaise qui avait rapporté Erwan Fléché en 2014, il y a quand même 15% des patients qui avaient pu être sevrés avec succès qui décédaient. Adrien Bouclé, à la Pitié-Salpêtrière, s'était intéressé également à la survie après le sevrage de l'ECMO et notamment à l'état de choc. C'est vrai qu'on a souvent des patients dont on est tout heureux, on les a sevrés avec succès et puis ils vont présenter un gros CIR, c'est un gros choc dans les heures, les jours qui suivent. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'on va avoir les plus grosses difficultés et ça ne sera pas forcément d'origine myocardique. Et effectivement, dans ce travail de la Pitié, donc c'était essentiellement post-cardiotomie et puis quand même beaucoup de transplantés, donc pas facilement transposables, mais qui donnent quand même des indications. Et il y avait un taux de patients qui présentaient un état de choc ablation de l'ECMO qui était non négligeable. 38% de leurs patients allaient présenter un état de choc, alors que les conditions semblaient réunies pour avoir un sevrage satisfaisant. Et plus de 50% présentaient un état de choc septique. Alors, sur une cohorte un peu plus large japonaise, plus de 5000 ECMO véno-artériels, on observait, donc après sevrage de l'ECMO, quand même une mortalité assez importante de 1994 patients qui décédaient. Donc, c'était essentiellement des patients en choc cardiogénique. Et malgré tout, sur cette grosse cohorte, le décès était majoritairement lié à une défaillance cardiaque. Donc probablement qu'on n'avait pas beaucoup de solutions pour eux, qu'on avait essayé de plus sevrer l'ECMO avec succès, mais qu'on n'avait pas réussi à stabiliser la fonction myocardique. Mais on trouve un taux non négligeable de défaillance multiviscérale ou d'infection. Alors, en conclusion, l'ECMO, ça reste quand même un traitement de rescue, de sauvetage, et il y a des chances qu'il reste positionné là, surtout avec les données récentes, notamment le New England de Holger Thiel, qui est publié récemment. Et son objectif, avant tout, c'est la régression des défaillances. Il va falloir se déterminer rapidement pour savoir si on va jouer la récupération ou on va jouer un bridge vers une transplantation. Avec les critères d'allocation du greffon, ça va être quelque chose de hyper important.
Comme pour la ventilation mécanique, eh bien, vous allez avoir recours aux épreuves de sevrage, aidées à la fois par l'examen clinique, mais aussi par l'échocardiographie, avec peut-être une piste d'amélioration liée donc, à la fonction et à l'estimation, l'évaluation de la fonction ventriculaire droite. Peut-être dans l'avenir aussi se booster avec des inotropes tels que lévosimendan pour aider le sevrage. Mais ça, c'est la science qui va nous répondre. Et puis, gardez en mémoire qu'un sevrage réussi ne va pas garantir forcément la survie. Il y a encore beaucoup de boulot après pour sortir les patients d'affaires. Je vous remercie.